is emergency. Can you please send help? Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. La survie d'un enfant en dépend. Bienvenue dans les Minutes de l'Horreur. Je suis ravi de vous retrouver pour parler ensemble d'une nouvelle affaire. Et pour cet épisode, nous allons nous intéresser à une disparition qui bouleverse la France et plus particulièrement l'Alsace depuis bientôt un an. Une enquête qui malheureusement n'a toujours pas été résolue. Depuis un an, les parents de la petite Lina, 15 ans au moment des faits, attendent des réponses. D'abord, de la peur, puis de l'espoir, et enfin pour certains, de la résignation. Car plus les jours passent, plus les chances de retrouver Lina vivante s'amenuisent. Un suspect a été identifié, mais les enquêteurs sont arrivés trop tard. Était-il le coupable ? Que s'est-il passé ? Revenons un an en arrière. Nous sommes le 23 septembre 2023. Aujourd'hui dans les Minutes de l'Horreur, zoom sur la disparition de Lina. Sourire à pleines dents, cheveux blonds, cils recourbés et lunettes noires sur la tête, vous avez sûrement tous en tête cette photo de Lina, 15 ans. Un visage qu'on a découvert un samedi de septembre après que la gendarmerie de Schirmeck dans le Bas-Rhin ait lancé un appel à témoins. Il est 11h22 ce 23 septembre 2023 quand le téléphone de l'adolescente cesse d'émettre. Elle avait quitté son domicile quelques minutes plus tôt pour se rendre dans la gare de Saint-Blaise-la-Roche, située à seulement 2,9 km de son domicile, dans le petit village de Plaine, dans la vallée de Bruch en Alsace. C'est un trajet qu'elle empruntait régulièrement pour aller rejoindre son petit ami Tao, 19 ans, à Strasbourg. Ce dernier l'attend sur le quai de la gare. Il a hâte, mais il est inquiet. Il n'a plus de nouvelles d'elle depuis 11h15, lorsqu'il a reçu une vidéo sur Snapchat d'elle en train de marcher sur cette fameuse route. Il l'a dit à une amie. C'est pas normal que depuis 11h15, il n'ait plus de nouvelles d'elle. Et ses inquiétudes vont se confirmer à l'arrivée du train. Il est 12h53 et Tao ne voit pas Lina descendre du train. Il court, fait le tour de la gare et appelle Fanny, la mère de sa petite amie. Elle est infirmière et ce matin-là, elle a quitté son domicile plus tôt le matin en disant au revoir à sa fille car elle se rendait au travail. Elle informera la gendarmerie de la disparition de sa fille vers 14h15. Immédiatement, ils prennent très au sérieux cette disparition et le parquet de Saverne ouvre une enquête. Après les auditions des proches de Lina, ils constatent vite qu'elle n'a pas le profil d'une fugueuse. C'est la première hypothèse qui est examinée dès lors qu'il y a une disparition de mineur. Lina a de très bons rapports avec sa famille, son petit ami et ses amis. Aucune raison de fuguer, ils lanceront donc immédiatement un appel à témoins. Un dispositif important est donc rapidement mis en place avec des investigations téléphoniques pour voir les derniers appels passés et reçus et aussi pour essayer de géolocaliser son téléphone. Des recherches sont également mises en place avec des drones, des équipes cynophiles et un hélicoptère. Tout le week-end, elles vont continuer et des battues citoyennes seront organisées le lundi et le mardi. C'est aussi mardi, à 17h, que la procureure de la République de Saverne fait une conférence de presse et nous donne les premiers éléments de l'enquête. Les gendarmes ont vérifié les caméras de surveillance du train et ils sont formels. L'adolescente n'est jamais montée à bord. Elle a donc disparu quelque part sur les 3 km qui séparent son domicile et la gare. 2 témoins, dont l'ancien maire de Plaine, disent avoir vu la jeune fille au bord de cette route entre 11h15 et 11h30. Et à ce stade de l'enquête, aucune piste n'est privilégiée, même si on sait qu'aucune trace d'accident n'a été retrouvée sur cette route. Et une semaine après la disparition de Lina, l'enquête est confiée au parquet de Strasbourg et se transforme en enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours. Et pendant des mois, il n'y aura plus vraiment d'avancée sur l'enquête. Mais de nombreuses théories vont émerger. Certaines donnent de l'espoir, d'autres ralentissent la police, ou pire, conduisent au harcèlement de la famille de Lina. Dans les enquêtes de disparition de femmes ou de jeunes femmes, c'est souvent les copains, maris et ex qui sont suspectés en premier. Et pour cause, malheureusement, ce sont eux qui sont majoritairement coupables dans ce type d'affaires. Tao n'échappera pas à cette règle. Il est très vite soupçonné, pas particulièrement par les enquêteurs, ou en tout cas il n'en parle pas, mais par les internautes surtout.
En cause, la différence d'âge avec Lina. Il en avait 19, elle 15. Mais aussi car il y a des éléments qui selon eux l'incriminent. Le jeune homme aurait perdu son téléphone portable en cherchant Lina dans une usine désaffectée. Sans cet appareil, les enquêteurs ne peuvent pas confirmer la géolocalisation précise du jeune homme et certains de ses témoignages, comme celui qui dit que Lina lui aurait envoyé une vidéo sur la route à 11h15. Il va alors être harcelé, insulté. Des numéros inconnus vont alors même l'appeler pour le menacer. Persuadés de leurs soupçons et se croyant inspecteurs du dimanche, certaines personnes se permettent tout, au point d'aller jusqu'à gâcher la vie d'un jeune homme qui a autre chose à faire que d'aller blanchir son image dans les médias. Pire encore, un youtubeur spécialisé dans les faits divers va faire une vidéo accusant la mère de Lina et Tao de sortir ensemble. Et donc, d'avoir peut-être quelque chose à voir dans la disparition de l'adolescente. Comment peut-on faire ça ? Sans preuve, en écrivant de simples vidéos dans sa chambre. Rassurez-vous, ici au Minute de l'Horreur, on ne fera jamais ça. Toutes nos sources sont vérifiées et nous n'accuserons jamais personne à tort. Quoi qu'il arrive, Fanny a porté plainte pour diffamation et a supplié les internautes de ne pas colporter de fausses accusations sur qui que ce soit pour ne pas ralentir le travail de la justice. Car chaque piste qui est donnée aux enquêteurs est examinée, même si c'est un mensonge, si c'est farfelu ou autre. Quelques semaines après la disparition de Lina, le téléphone de Tao sera retrouvé, analysé et disculpera officiellement l'adolescent. Ce n'est pas la seule théorie qui a émergé. Les suivantes vont mener la police à des fouilles et des arrestations. Dès le vendredi après la disparition de Lina, et sur les dires d'un témoin et confirmé par des images de vidéosurveillance, les gendarmes vont s'intéresser à un modèle de voiture en particulier, une Clio de couleur sombre. Ils vont fouiller des déchetteries, mais aucun ADN ne sera retrouvé. Une maison sera même inspectée de fond en comble, car le propriétaire possédant une voiture de ce style a des incohérences dans son emploi du temps. Mais au final, cette piste ne mènera nulle part. Une autre voiture va quelque temps après rentrer dans le collimateur des enquêteurs. Une Citroën de couleur grise cette fois. Et ça, après le témoignage d'un père d'une ado de 15 ans. Lui et sa fille affirment que le lundi soir avant la disparition, un homme conduisant une voiture grise aurait klaxonné la jeune femme, qui aurait aussitôt appelé son père de panique. Et le jeudi suivant, vers 6h du matin, la même voiture se serait arrêtée à la hauteur de l'adolescente et le conducteur aurait commencé à sortir du véhicule, la poussant à fuir. Cette piste ne donnera rien. Encore quelques semaines plus tard, M6 diffusera dans son émission 66 minutes le témoignage d'un homme du village qui affirme avoir aperçu Lina dans une voiture vers 11h30 ce jour-là. Elle l'aurait salué de la main et n'aurait pas eu l'air inquiète. À côté d'elle, un homme entre 20 et 40 ans avec une barbe dans une voiture bleue sur une route qui mène vers Strasbourg mais qui est à l'opposé de la gare. Tous ces témoignages vont être analysés et pris très au sérieux par les enquêteurs. Certains mèneront donc à des arrestations, des gardes à vue, mais malheureusement rien ne permettra de retrouver la jeune femme ou d'avoir quelconque indice sur ce qui a pu se passer ce jour-là. Ce sont peut-être des coïncidences ou des choses qui auraient été mal vues. Beaucoup de psychologues disent que dans ce genre de situation, notre cerveau peut, après plusieurs jours, confondre les visages. On peut penser avoir vu Lina alors que c'était une jeune femme qui lui ressemblait par exemple. Quoi qu'il arrive, les enquêteurs gardent quand même toutes ces théories en tête et les modèles des voitures. Ils poursuivent leurs investigations. Après plusieurs mois, ils vont s'orienter vers une autre théorie. Lina a déposé plainte pour viol en 2022. Cela pourrait peut-être avoir un lien avec sa disparition. Cette année-là, Lina n'a que 13 ans quand elle fait une soirée chez une amie où se trouvent également deux garçons de 19 et 20 ans. Ils auraient profité d'elle, l'auraient même peut-être droguée pour coucher avec elle. Choquée, elle n'en parlera qu'avec sa cousine, à qui elle disait tout. Celle-ci la poussera à en parler à sa mère, et elles iront ensuite ensemble porter plainte à la gendarmerie. Une plainte classée sans suite. Les deux jeunes hommes ont admis avoir une relation sexuelle avec Lina, mais assurent qu'elle était consentante. Et malgré son âge inférieur à 15 ans, âge qui est obligatoire maintenant pour établir son consentement depuis la loi du 21 avril 2021, un an après les faits, le parquet a décidé de classer l'affaire sans suite. Le motif serait infraction insuffisamment caractérisée, faute de preuves complémentaires. Normalement, l'aveu des jeunes hommes aurait dû suffire car ils étaient majeurs
et elle n'avait que 13 ans. L'affaire a donc été réouverte 4 mois après la disparition de Lina. Les enquêteurs veulent en savoir plus et le parquet de Strasbourg ouvre donc une enquête judiciaire du chef de viol commis sur une mineure de 15 ans par un majeur avec une différence d'âge d'au moins 5 ans. Et en 2022, suite à cette plainte, Lina a subi une vague de harcèlement. Elle se faisait insulter par des jeunes femmes et des jeunes hommes et était même menacée, elle et ses proches. Justement, ses proches et ses amis sont persuadés que sa disparition a un lien avec cette affaire. On apprendra plus tard que l'un des jeunes hommes suspectés est impliqué dans d'autres affaires d'agression sexuelle et de vol. Après les auditions, on découvrira qu'ils ont un alibi pour le jour de la disparition de Lina. Retour à la case départ. Après 10 mois d'enquête, on en est toujours au même stade. Certaines personnes ont perdu espoir et ne pensent plus retrouver Lina vivante. D'autres, au contraire, y croient et se battent encore tous les jours et se battront jusqu'à ce que Lina soit retrouvée. Et fin juillet, rebondissement dans l'affaire. Alors que tous les regards sont tournés vers l'affaire de viol et de harcèlement, l'ADN de Lina est retrouvé dans une voiture volée se situant à plus de 800 km de plaine, près de Narbonne. C'est à la suite de longues et minutieuses investigations que l'attention des enquêteurs a été attirée par un véhicule différent de ceux qu'ils avaient en tête depuis le départ de l'enquête. La procureure de la République a annoncé que l'analyse de la géolocalisation du véhicule volé a pu mettre en évidence qu'il se trouvait non loin du point de la disparition de Lina en septembre dernier. Il s'agit d'une Ford Puma, mise en fourrière en janvier 2024 après un refus d'obtempérer. Les gendarmes, qui cherchaient au départ plutôt une Clio grise ou bleue ou même une Citroën, s'intéresseront à ce véhicule des semaines plus tard. Pourquoi ? Car ils ont pendant des semaines analysé tous les véhicules qui se trouvaient dans la zone de la disparition de Lina, et cette Ford en faisait partie. C'est au volant de cette même Puma grise que Samuel Gonin commet un refus d'obtempérer aggravé le 6 janvier 2024 aux alentours de 17h45, alors que des douaniers tentaient de le contrôler sur une aire d'autoroute de Sigean au sud de Narbonne. Au volant, il va refuser de s'arrêter et prendra tous les risques pour tenter de les semer. Il va forcer à plusieurs reprises les barrières de péage et traverser 3 voies en évitant de peu un poids lourd avant de finir sa course folle en s'encastrant dans un véhicule des douanes. Sous l'emprise de cocaïne, Samuel est interpellé et placé en détention provisoire. Il écopera de 15 mois de prison avec sursis, mais aucun lien n'est encore rétabli avec Lina. Il est donc remis en liberté. La Ford est alors placée en fourrière et dort tranquillement jusqu'aux analyses faites en juillet. L'analyse de la géolocalisation de ce véhicule volé a pu mettre en évidence qu'il se trouvait non loin du point de disparition de la jeune Lina en septembre dernier. Les analyses des prélèvements effectués dans ce véhicule viennent de mettre en évidence le profil génétique de cette dernière. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué de presse le parquet de Strasbourg le 26 juillet. 3 jours après cette découverte, de nouvelles fouilles vont redonner espoir et seront organisées dans les Vosges et en Haute-Saône. Les enquêteurs vont suivre en fait le parcours emprunté par Samuel Gonin. Mais il est trop tard. Samuel s'est suicidé quelques semaines auparavant. Les enquêteurs ont enfin un suspect, et un suspect plus que sérieux. Mais ce dernier s'est donné la mort le 10 juillet. Samuel Gonin, un quadragénaire, devait comparaître le 22 juillet pour des vols avec violence commis en août 2023. Il avait alors à ce moment-là arraché le sac à main d'une mamie de 90 ans à Besançon qui s'était cassé le bras en tombant. Il avait aussi exhibé un couteau dans un supermarché avant de prendre la fuite avec une liasse de billets. On va très vite apprendre que ce n'était pas sa première tentative de suicide et que l'homme vivait une descente aux enfers depuis plusieurs mois. Samuel est un père de famille de 43 ans. Il menait une vie tout à fait normale. Il avait été commercial, vendeur de poids lourds ou encore professeur dans un lycée professionnel de Besançon. Il est considéré par ses proches comme quelqu'un de tolérant, de souriant, mais tout va sombrer pour lui en 2023. Au printemps de cette année, il se sépare de son ex-compagne et sombre donc très rapidement. Il va s'enfuir une première fois en laissant une lettre à ses proches où il disait que c'en était fini pour lui. Sa mère informera les policiers qu'ils le retrouveront et le feront interner dans un hôpital psychiatrique. Effectivement, Samuel souffre de bipolarité et ça fait quelque temps qu'il ne prend plus son traitement. Il passe du gendre idéal
à un homme perturbé, dangereux pour lui-même et sûrement pour les autres aussi. À sa sortie de l'hôpital, il sombre dans la cocaïne et est prêt à tout pour acheter sa dose. Il commence par voler 5 000 € à son ex, puis va commettre plusieurs vols, dont ceux décrits juste avant, et tout ça 1 mois seulement avant la disparition de Lina. Après des investigations, on en est sûr, la Ford s'est bien rendue à Plaine. Mais reste à savoir si Samuel Gonin en était bien le conducteur, car son téléphone portable n'a quant à lui pas borné là-bas. On perd sa trace à ce moment-là, et on va le retrouver 4 mois plus tard, dans cette même voiture, dans une station-service de Besançon où il avait volé de l'essence en août 2023. Et quelques mois après son refus d'obtempérer et donc sa condamnation, il est de nouveau arrêté pour les vols commis à Besançon en août 2023. Il avoue tout, et dit aux policiers qu'il descend à chaque fois de plus en plus bas. Mais 12 jours avant la date de son procès, Samuel se donnera la mort. C'est son père, inquiet de ne voir personne répondre à sa porte, qui appellera les pompiers et qui le retrouveront chez lui, mort. Malgré tout ça, le doute persiste et l'enquête continue. Les nouvelles fouilles n'ont rien donné et Samuel reste le suspect numéro 1. Reste à savoir s'il s'est donné la mort car il se sentait pris au piège, voyant que l'étau allait se resserrer sur lui et qu'il allait donc être très vite relié à l'enlèvement et peut-être au meurtre de Lina. Ou a-t-il simplement succombé à ses pulsions suicidaires qui le suivaient depuis des mois? Et si c'est cette dernière option? A-t-il vraiment une responsabilité dans la disparition de Lina ou est-ce simplement une coïncidence qu'il se soit trouvé là, à ce moment-là, et que l'ADN de la jeune femme soit dans son véhicule? Difficile à croire. Je vous laisse vous faire votre propre avis, et si vous m'écoutez sur Spotify, vous pouvez m'écrire un commentaire sous ce podcast. En attendant, on espère que l'enquête avancera vite pour que Lina puisse enfin être retrouvée et vivante, espérons-le. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Minutes de l'Horreur pour cette saison 3. Je suis ravi de vous retrouver. Vous restez connectés avec les Minutes de l'Horreur en nous rejoignant sur Instagram, tout simplement @lesminutesdel'horreur. C'est là aussi que je vais pouvoir vous mettre toutes les news qu'on aura sur cette affaire si on en a dans les prochains jours. Vous pouvez noter ce podcast sur Apple Podcast et en vérité toutes les plateformes de streaming en mettant des étoiles ou des likes. Vous pouvez aussi vous abonner et enfin partager ce podcast à tout votre entourage s'il vous a plu. C'est vraiment un soutien énorme à cette chaîne et à ce qu'on fait avec Alexane et moi sur certains épisodes. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour découvrir une nouvelle affaire criminelle. En attendant, n'oubliez jamais que les apparences sont souvent trompeuses.